africaines en France. Aline est à la fois chercheuse, elle est en train de finir la rédaction d'une thèse, n'est-ce pas Aline, au CIRESC EHESS, hein, comme laboratoire, tu finis désormais la rédaction de thèse, mais tu travailles également, hein, et tu travailles aux archives diplomatiques, ce qui est une fonction extraordinaire pour avoir accès à tout un fonds qui m'était absolument méconnu. Et d'ailleurs, à Françoise aussi, on a eu le plaisir toutes les deux de découvrir, grâce à Aline, tout ce fonds de photographie de tous les étudiants et étudiantes africaines en France dans les années 60 et 70. Donc, merci infiniment, Aline, d'avoir le temps préparé pour nous ce moment. Merci, Aline. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Julie. Effectivement, je vais vous faire cette présentation dans mon petit coin parce que j'ai prévu de vous montrer beaucoup de photographies et pas forcément de toutes les côtés. L'idée, c'est de présenter un fonds photographique qui est en cours de traitement, dont j'ai déjà eu l'occasion de toucher quelques mots à certains d'entre vous ici. Et j'aimerais vous le présenter plus en profondeur, et donc j'ai prévu vraiment de montrer beaucoup de photographies. Donc Julie l'a dit un petit peu, je travaille aux archives diplomatiques, je m'occupe des collections photographiques, et on travaille en partenariat des raisons institutionnelles, mais aussi de dispersion des fonds, depuis quelques mois avec Inès Boufouchk, qui est, elle, responsable d'une collection de documentation française à l'ECPAD, établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. On travaille à la mise en valeur, à la description de la photothèque, de l'ancienne photothèque du ministère de la Coopération, qui est un fonds photographique qui compte environ 25 000 images, tout support confondu, hein. Beaucoup de tirages noir et blanc, mais aussi beaucoup de diapositives, c'est pour ça qu'on arrive à ce chiffre très grand. Et c'est un fonds photographique qui a été constitué par le ministère de la Coopération, qui a circulé entre la coopération, la documentation française, puis le ministère des Affaires étrangères et enfin les armées, donc il est très dispersé. Et ce fonds constitué dans les années 60, s'il concerne, on peut l'imaginer, le ministère de la Coopération, principalement les pays d'Afrique, il comporte à peu près 1 millier d'images classées sous un intitulé qui s'appelle Africains en France. Et un intitulé Africains en France qui regroupe un grand nombre de reportages produits par un certain nombre de photographes ou d'agences, collectés ou commandés par le ministère de la Coopération, qui cherchent, ou du moins c'était l'intention, à visibiliser d'une certaine manière les présences africaines en France. Et moi aujourd'hui, ce que je voudrais vous présenter, c'est un échantillon de ce fonds. C'est aussi, du coup, avec ma casquette d'archiviste et non pas de chercheuse, que je vous le présente. J'ai pu sonder un petit peu et mettre en regard ces photographies avec certains fonds d'archives et certaines lectures, mais l'idée c'est vraiment de vous le signaler et de faire appel à tous les chercheurs et toutes les chercheuses qui pourraient nous aider à identifier des personnes, identifier des contextes et à décrire plus finement ces photographies. Un dernier point, je vous disais que l'ambition de la constitution de ce fonds était certainement à l'époque de visibiliser la présence des étudiants ou des personnes africaines ou perçues comme africaines en France dans ces années 60. Je trouve que c'est le bon pendant à ce que vient de nous présenter Françoise. Est-ce qu'il s'agit de visibiliser ou au contraire d'invisibiliser un certain nombre de choses? Je vous présente ici un morceau de reportage issu d'une revue qui s'appelle Sentier, qui était la revue de l'Office de coopération et d'accueil universitaire, qui était un organe du ministère de la Coopération, qui fonctionnait avec l'argent du FAC, le Fonds d'aide et de coopération, et qui se chargeait de l'accueil des boursiers issus des pays africains et malgaches qui venaient faire leurs études ou des stages en France. Et donc dans cet organe, Sentier, on documente, finement ou pas, la vie des Africains en France, en tout cas une certaine vie, et j'insiste sur le fait qu'on est en 66, François, tu nous as beaucoup parlé des années 68, et dans ce reportage, on met en scène des étudiants et des étudiantes africaines très bien accueillies à la Fondation Lucien Paille, dont on règle tous les problèmes de papier très vite, et où très rapidement on va les emmener au château de Versailles pour visiter les choses dans un bâtiment qui est très propre et tout va très bien. On voit beaucoup de jeunes hommes et beaucoup de jeunes femmes. Tu disais que Féan fait étudiant, pas beaucoup d'étudiantes. On voit beaucoup de jeunes femmes. On va voir que ces jeunes femmes sont rarement en fait étudiantes dans le supérieur. Et d'une manière générale, en fait, ce fonds qui cherche à visibiliser des étudiants et des étudiantes présente beaucoup des Africains dont on a du mal à comprendre finalement le parcours plus global.
Donc c'est un fond, je vous le disais, qui met en scène beaucoup l'accueil. Donc vous allez trouver tout un tas de photographies qui mettent en scène cet accueil, ici dans les locaux de locaux, au Quai d'Orsay, où il est parfois difficile de distinguer qui sont les étudiants et qui sont les personnes qui s'occupent de leur prise en charge. Certaines de ces photographies vont se retrouver dans cette revue Sentier, pas toutes. Et vous avez en fait une mise en scène sous forme de photos, souvent dans cette revue, mais aussi dans beaucoup d'autres publications. Et c'est ça qui me paraît intéressant et important, c'est qu'au final, ces photographies ne seraient publiées que dans cette revue. On pourrait dire que c'est anecdotique, mais en réalité, ce fonds photographique qui va servir de réservoir à un grand nombre de publications dans ces années 60-70, françaises, majoritairement, mais pas uniquement. Beaucoup de ces photographies sont exportées à l'international pour de la presse d'un certain nombre de pays africains du champ, donc, dont sont issus ces étudiants. De la presse en France financée par le ministère de la Coopération, mais souvent avec un statut un peu ambigu. Je pense à La Vie africaine, mais aussi à Afrique Actuelle, qui est une revue qui a été fondée par Olympe Bellicinum, qui est venu en France grâce à une bourse du FAC, mais qui en réalité, en fait, joue peut-être davantage du financement de la coopération, plus qu'il n'adhère complètement à sa politique, tout simplement. Donc, de nombreuses mises en scène, et je vais toucher un mot peut-être de l'origine de ce fonds davantage, peut-être pas trop parce que c'est pas le sujet, là, ce matin, mais je vous disais qu'on est sur un fonds d'environ 25 000 images, constitué dans les années 60, 1 millier d'images qui concernent les étudiants africains en France, mais donc 1 millier c'est peu, et c'est un fonds qui, même s'il s'est alimenté jusqu'aux années 70, est surtout constitué à partir de 61 d'une ambition, celle de documenter les pays africains juste après les indépendances, mais aussi beaucoup de l'action française dans ces pays africains. Donc, au cœur de ce fonds photographique, vous avez un reportage commandé en 1963 à 3 grands photographes français, dont Léon Hersstritt, prix Niepce en 1960, très jeune photographe et très brillant, Henri de Chatillon et Philippe Billière, qui sont moins connus, et qui vont sillonner pendant quasiment 6 mois les pays d'Afrique francophone et Madagascar, avec un agenda très clair, hein, qui est de photographier absolument tout, les réalisations françaises, les grands travaux, la vie quotidienne, la faune, la flore. Il ramène des photographies d'absolument tout. Et ces photographies donnent lieu à une exposition au Musée de l'Homme en 64 qui s'appelle Impression 64, des photographies qui vont être tirées en très grand format. Donc on a des panneaux entre 4-3, parfois plus grands, qui vont présenter des aspects soigneusement choisis par le Musée de l'Homme et le ministère de la Coopération du continent africain. Et là, ce que je vous présente, c'est pas des vues de l'exposition, c'est des vues du vernissage et des vues des personnes au vernissage, parce que tout est très lié. Au vernissage de cette exposition, vous avez énormément d'étudiantes et d'étudiants africains, boursiers du FAC, qui sont invités à venir en tenue pour donner à cet événement un goût africain. Et donc c'est important à avoir en tête parce que je pense, même s'il y a encore des travaux d'identification et croisement à faire, que beaucoup des étudiantes et des étudiants présents dans les reportages, davantage destinés aux stages et aux formations des étudiants et étudiantes africaines en France, sont présents à cette exposition et se retrouvent sur beaucoup de tirages. Donc je vous le disais, on est dans un organe qui met en scène l'accueil et qui le met fortement en scène. Il est toujours difficile de savoir qui a accepté pourquoi de participer à la rédaction de cette revue. Ici en 65, donc vous avez en page d'accueil, on est déjà au numéro 6, une idée d'un numéro spécial qui serait sur l'accueil, qui ne contient en fait que juste 2 pages d'une interview auprès de jeunes arrivants sur leur accueil en France et sur leur accueil à la maison, qui, et je ne vais pas rentrer dans le détail ici, parle plutôt d'un très bon accueil, une très bonne prise en charge, tout s'est très bien passé, tout va très bien, et surtout rien n'est politique. Rien n'est politique, rien n'est militant, on est très bien accueillis en France, et pourquoi pas, c'est certainement le cas, mais on entre aussi dans quelque chose, donc ici vous voyez le décalage entre la couverture, l'accueil, et ici j'y reviendrai plus tard, je vous parlais de réservoir d'images, on est en fait sur un reportage des étudiants stagiaires en école d'aviation, mais on en a profité pour faire quelque chose sur l'accueil et quelqu'un qui descend de l'avion. On est donc dans cette idée d'accueil et dans cette idée en fait de mise en scène de la bonne intégration des personnes africaines et
en particulier des étudiants en France. Vous avez beaucoup d'images qui mettent en scène le départ. Donc ici, vous avez une image. Je précise que j'ai mis très peu de légendes sur les photographies parce que je vous les présente brutes. L'image ici à Madagascar, à gauche, est une des rares photos qui a vraiment une légende au dos. Je reviendrai sur la matérialité des images un peu après. Mais donc ici, c'est assez pratique pour vraiment comprendre les mises en scène. Donc ici, à Madagascar, l'ambassadeur qui reçoit toutes ces jeunes femmes, très peu d'hommes, quelque part sur la gauche, qui sont prêts au départ. Et à droite, peut-être une scène similaire ailleurs, peut-être un moment d'accueil collectif en France. Donc on est vraiment sur l'idée de l'accueil et sur la découverte. Non pas que ce soit comme ça que les choses s'organisent, mais c'est comme ça que les choses sont présentées. Dans la revue scientifique, vous avez énormément de reportages qui montrent des voyages organisés par une association qui s'appelle Satom, association d'accueil des stagiaires d'outre-mer, qui met en scène des voyages de personnes noires. Parce qu'en fait, et j'y reviendrai en conclusion pour évoquer un petit peu le travail de Magloire, des personnes noires, parce que rien ne nous dit toujours qu'elles sont vraiment africaines. Mais en tout cas, c'est pratique pour mettre en scène ces reportages. Des personnes qui vont du coup en fait, aller découvrir les régions de France. Vous avez ici à droite une photographie de Paul Gougeot, qui est éminemment grand photographe ivoirien, et qui fait quelques billets pour la coopération en France dans les années 60, et qui en fait suit un voyage en Provence. À droite, la Normandie. Ça, ce sont des choses qui sont publiées, c'est des choses qu'on trouve énormément dans le fond, donc des voyages d'intégration qui jouent à la fois en fait, de la découverte du patrimoine français, mais aussi de la rencontre. Donc dans des marchés, vous avez beaucoup de photographies qui montrent toujours, en fait, on est dans ce marronnier de l'intégration des étudiants africains, toutes les situations de la vie quotidienne, en train de rédiger des cartes postales, toujours en train de rédiger des cartes postales. J'ai insisté sur il y en a très peu ici par rapport à leur représentation dans le fond, et c'est pour ça que j'en ai mis beaucoup, pour bien vous donner l'idée de la fabrique et de la manière dont sont constitués ce reportage. Donc voilà, ici vous les voyez à droite au château de Blois, ici à la rencontre de marchés agricoles en Picardie. Vous avez en fait beaucoup de photographies qui, donc mises en scène, parfois un petit peu moins crasses, où on se demande pourquoi en fait on a pris les choses en photo et pourquoi on a choisi de les conserver, si ce n'est pour vraiment jouer en fait sur à la fois cette mise en scène de l'intégration et sur le jeu des couleurs de peau, dans l'idée en fait d'avoir toujours ce réservoir qui est peut-être interchangeable selon les situations dont on a besoin d'illustrer. Vous avez aussi une attention particulière, au-delà des voyages, aux conditions d'accueil des étudiants. Donc ici, vous avez une vue d'un centre d'initiation de la Satom à Grigny. C'est quelque chose que vous allez avoir beaucoup d'écoles et beaucoup de lieux de formation. L'idée qu'on vous présente les bâtiments, l'arrivée des résidents, l'installation des résidents, la rencontre des résidents avec des personnes de la direction, des encadrants, dans des postures qui sont souvent des postures d'écoute face à des figures d'autorité, et des moments de détente. Ces photographies, elles sont intéressantes aussi pour ce qu'elles montrent réellement. Ici, vous voyez à la Satom au centre de Grigny, on a des panneaux qui expliquent le métro parisien, qu'on a des cours qui expliquent le métro parisien. On peut se poser la question de la pertinence de ces cours et de la manière dont on les met en scène. Vous avez parfois des photographies où on a l'impression qu'on pourrait peut-être davantage identifier les personnes. Ici, je pense que c'est un cours d'économie parce qu'il y a un gros bouquin qui s'appelle How Much, mais en fait difficile de savoir, mais quelques noms figurent. Et vous allez avoir voilà, beaucoup de photos qui sont signifiées information, coopération, et qui mettent en scène des cours dans des centres pédagogiques qui sont souvent des cours de français. Et donc tout ça de manière un peu mélangée, on ne sait jamais trop si ce sont des étudiants, des apprentis, des stagiaires, et où est-ce qu'ils résident et quels sont leurs parcours de vie. Un mot sur la matérialité, je vous présente cette photographie qui, elle, n'a pas de photofiche. La plupart de ces photographies sont collées sur des photofiches en carton de pas très bonne facture, qui a l'air un petit peu recyclé. On suppose que ces photofiches ont été constituées au moment de la constitution de la photothèque. Donc là, on est dans les années 60, on est vraiment entre 61 et 65, 6, peut-être 7.
7 avec certitude plus tard, mais ici moins sûr. Il faut imaginer ces photofiches disponibles dans des meubles de tiroirs métalliques que l'on peut compulser et qui sont accompagnés d'un, 2, 3, 4 tirages volants qui permettent la diffusion dans la presse ou qui permettent en tout cas une exploitation. Les tirages volants nous permettent souvent de pouvoir identifier des auteurs ou des agences, ce qui n'est pas le cas pour les photofiches qui sont vraiment collées, et c'est tentant de les décoller parce qu'on sait qu'au dos il y a peut-être des informations mais on ne peut pas, ça détaillerait les tirages. Et ce qu'on voit beaucoup, et dans ce que je vous ai présenté jusqu'ici, c'est soit des photographies notées information coopération dont on a du mal à comprendre quelles sont leurs origines. Il faudrait compulser davantage les archives du FAC, les archives nationales, qui conservent tous les marchés publics passés pour le compte du ministère de la Coopération, avec des inventaires qui sont très complets pour certaines périodes et pas pour d'autres, parce que les archivistes ont préféré mettre à disposition les archives plutôt que de d'écrire par boîte quel marché, tel ou tel marché, sachant que c'est un fonds qui n'est pas chronologique, et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les archives du ministère de la Coopération, un grand fouillis et pas beaucoup de chronologie, et une mise à disposition qui a trop tardé pour des archives ouvertes, du coup des archives qui sont souvent un peu déclassées, qui sont mises en consultation au public pour éviter de les garder en attendant que l'archiviste fasse le travail de l'historien. Mais donc, information coopération, on ne sait pas trop d'où ça provient. Et d'autres tirages proviennent d'une agence qui, je pense, est intéressante à noter, qui s'appelle Afrique Photo, qui est une agence qui existait dans les années 60, qui en fait avait aussi son pendant Asie Photo, et qui, en même temps qu'elle réalisait des reportages en France, réalisait aussi des reportages dans un certain nombre de pays d'Asie et d'Afrique. Et donc elle est à l'origine, avec au moins pour l'Afrique un photographe, No, donc NAED, dont on n'a pas le prénom. Elle est à l'origine en fait d'énormément de photographies d'informations sur l'Afrique, et ça pose beaucoup de questions sur l'univocité en fait de la source d'information qui produit en fait des images, que ce soit du continent ou des étudiants africains en France, quand cette production d'images n'est entre les mains que de 2 agences ou de 3 photographes. Donc j'avance, je vous le disais, c'est aussi une façon pour moi de signaler ce fonds et de faire appel aux historiens et historiennes. Même si on a une image parfois figée des personnes africaines en France, on a aussi des reportages sur des lieux de formation qui sont parfois importants. Donc ici vous avez le studio école de la Sorafom à Château-Thierry, je dis à Maison Lafitte. Maison Lafitte. Oui, hein. Et donc c'est intéressant, c'est pas trop daté ces images. Je pense que c'est vraiment l'époque de la Sorafom, même si on a Sorafom et Okora notés dessus. Donc en fait, je pense que le reportage a été réalisé à l'époque de la Sorafom, a été réindexé au Cora quelques années après, où on voit en fait un certain nombre de stagiaires, d'étudiants, qui sont les personnes vouées à travailler dans l'audiovisuel dans leur pays d'origine à l'issue de cette formation, qui sont souvent des personnes pionnières. Là, je pense qu'on est vraiment juste avant 60, ou peut-être en 60-61. Et le reportage est très vaste, et c'est quelque chose qu'on va retrouver pour beaucoup d'écoles. Mais on retrouve également toujours, en fait, ce découpage de reportage entre l'extérieur, donc l'arrivée à l'école, quelques vues, en fait, des cours pratiques, quelques vues des cours théoriques, et les moments de loisirs de ces étudiants et étudiantes dans ces centres de formation. Vous avez aussi, j'y reviendrai certainement en filigrane puisque je vais passer vite sur les images, je vous les présentais tout à l'heure, des photographies, reportages de stagiaires dans l'aviation civile ou de stages d'hôtesse de l'air. Vous avez en fait des reportages qui sont très très genrés et qui posent la question, toujours en termes de visibilité, de l'existence de femmes étudiantes qui seraient dans des professions intellectuelles ou étudiantes dans des professions intellectuelles. Vous avez cependant ici, les femmes sont hôtesses de l'air, pannes à ranger des plateaux dans des racks pour leur futur vol, alors que les jeunes hommes, dans le même temps et dans le même reportage, eux sont dans l'école nationale d'aviation civile, qu'ils apprennent à piloter des avions ou à être ingénieurs. Et toujours cette attention portée au lieu de loisirs et au bon accueil des étudiants. Donc les reportages sont genrés, mais vous avez aussi quand même beaucoup de reportages en fait, sur des métiers techniques. Donc ici, la formation professionnelle à la SNCF, avec toujours ateliers
cours théoriques, moments de loisirs. Moment, j'ai mis cette photographie, mais celle-ci pourtant ne représente pas un étudiant. Vous avez parfois en fait l'aboutissement. Ok, ce jeune homme camerounais qui s'appelle Monsieur Nkama est devenu contrôleur de train grâce à toute cette formation. Donc vous avez parfois la collecte auprès d'autres agences ou auprès d'autres producteurs de photographie. Ici, le cantonnage est noté, la vie du rail, ça doit provenir de la photothèque de la SNCF. Bien sûr, ce Nkama ne s'appelle peut-être pas Nkama, il n'est peut-être pas camerounais, et il n'est peut-être pas conducteur de train, on est peut-être aussi dans de la mise en scène. Et vous avez ça en fait pour énormément de lieux. Et j'utilise cette diapo, j'aurais pu en utiliser une autre pour vous signaler d'un coup ce changement de cartonnage qui pour moi en fait c'est peut-être anecdotique mais est important en fait dans la circulation des images. Je vous disais qu'on travaille avec le CPAD et avec la responsable des fonds de la documentation française, et donc documentation française, particulièrement l'ancien fonds Afrique Noire, qu'on nomme Afrique aujourd'hui, qui est en dépôt à l'ECPAD. Une partie des tirages de la coopération, la photothèque de la coopération, telle qu'elle existait dans les années 60, a fermé, avec l'idée qu'il fallait renouveler les images qu'elle portait. Et dans les années 70, un grand nombre de ces images ont transité par la documentation française. À partir du moment où on a ces cartonnages crème avec une très belle mise en page bien différente des cartonnages précédents, c'est que les services de la documentation française, à partir des années 70, mais cette photo date d'avant 70, ont repris en charge toute l'indexation. Et si elles l'ont repris en charge, c'est qu'elles ont continué à faire circuler ces photographies. Les photographies ont été restituées à la coopération dans les années 80, fin 80, début 90. Donc en fait, ces photographies de mise en scène ou de reportages réels d'étudiants et d'étudiantes africains et africaines en France ont été utilisées jusqu'à la fin des années 80, alors que datant des années 60, pour illustrer un certain nombre de revues, d'ouvrages, qu'ils soient publiés ou non par la coopérative. Donc je vous le disais, c'est un peu décousu, des reportages très genrés. On aura du mal à trouver des femmes qui soient ailleurs que dans des centres d'enseignement ménager. En réalité, hôtesse de l'air, c'était un peu le top du top de ce qu'on pouvait trouver en termes de niveau d'études dans cette photothèque. Donc vous avez tout un tas de centres féminins, d'enseignement ménager là-dessus aussi. Ça serait intéressant de pouvoir faire une recherche plus fine parce que les lieux ont souvent été indiqués sur ces cartonnages dans les années 70, sur des reportages qui datent du début des années 60, parfois avec des erreurs. En réalité, ces photos, même si à bien des égards elles posent question, elles permettraient certainement aussi en fait, de remapper des lieux d'accueil de ces étudiants et de ces stagiaires. Donc je passe rapidement, mais ici donc quelques photos de centres féminins d'enseignement ménager. Dans les reportages, la majeure partie des lieux représentés sont parisiens. Toutefois, vous avez quelques exceptions en dehors de Paris. Donc ici, vous avez une école pratique d'industrie au Havre, dont en réalité je ne connais pas vraiment le nom, parce que pour d'autres endroits, ça devient l'apprentissage d'outre-mer. Mais c'est très compliqué à comprendre parce que dans cette école d'apprentissage d'outre-mer, il y a aussi des étudiants blancs, et qui ont l'air pour le coup bien français. Donc on voit aussi, on comprend qu'on a voulu peut-être mettre en scène à nouveau l'intégration et donc le mélange. Mais il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, que ce soit dans la constitution des reportages, la réalité de l'identité estudiantine et les buts aussi de ces photographies. On voit aussi beaucoup de repentir sur les cartonnages. Ici, est-ce qu'on était à Rouen, est-ce qu'on était au Havre? Il y a beaucoup d'inexactitudes dans la manière dont les photographies sont prises en charge par les documentalistes et certainement en fait un temps long entre le moment où les reportages sont réalisés et le moment où ils sont indexés. Et encore ici, le loisir et l'accueil qui ne concerne pas que la dimension scolaire et apprentissage, mais vraiment vivre ensemble et sociabilité. Je vous ai mis cette photographie, je ne connais pas d'auteur malheureusement, que vous connaissez toutes et tous puisqu'elle figure sur le programme. C'est la seule photographie du fond qui présente des étudiants dans la cour de la Sorbonne. Et d'une manière générale, et ça va peut-être en pendant avec ce dont parlait Françoise tout à l'heure, ce fonds, donc c'est un fonds de propagande néocoloniale, on a parlé du ministère de la Coopération en introduction, c'est un fonds qui présente très peu les métiers intellectuels et qui présente très peu la formation intellectuelle, peut-être parce que pensée dangereuse ou trop politique, dans la formation des étudiants. C'est certainement paradoxal parce que je vous parlais de cet organe sentier de la coopération, de locaux.
même s'ils parlent très peu de politique, en réalité, ce sont beaucoup d'étudiants africains et africaines qui font, eux, des études supérieures, qui écrivent dans Sentier. Et aussi beaucoup d'écrivains. Je prends l'exemple parce qu'il me vient, mais il y a des textes de Yambo Ologam dans Sentier, au tout début de son passage à Paris, je pense. Et Sentier couvre aussi beaucoup la vie culturelle, mais peut-être davantage la danse, la musique, que les productions intellectuelles réellement critiques et politiques. Certains de reportages seraient peut-être plus facilement identifiables, et je vous parlais de ces archives, du FAC et de ces marchés. Ici, vous avez une série de photographies, j'en ai mis que quelques-unes parce qu'elles peuvent paraître anecdotiques. Donc, c'est un reportage à l'école Estienne, qui n'est pas indexé davantage que ça. Il s'agit, d'après les archives du Fonds d'aide et de coopération, en fait, d'un stage très précis, d'un groupe d'étudiants sénégalais qui viennent des imprimeries nationales à Dakar et qui viennent se former à la reliure, au façonnage, à la linotypie, à l'école Estienne. Donc on a parfois la possibilité réellement d'identifier les étudiants, et on peut imaginer aussi qu'il y a certains reportages qui sont là, et il y aurait quelque chose de plein à faire, qui sont là simplement pour illustrer en fait les dépenses du ministère de la Coopération. Donc on me dit qu'il faut passer vite. Donc je vais passer vite, donc là on est toujours dans l'illustration des étudiants africains. Je passe, il y a beaucoup de photographies de sportifs qui ont été stagiaires à l'Institut national des sports ou plus tard à Fort-Romeu en stage dans le contexte de la préparation des JO de Mexico. Et donc il y a énormément de photographies. Pour le coup, j'ai laissé les identifications des noms qui sont parfois inexactes, mais on a pu réidentifier la plupart des athlètes. C'est assez précieux parce que ce sont des sportifs qui sont soit oubliés, soit dont on connaît le nom, dont on a très peu de photographies dans ces années-là. Donc je passe rapidement, parce que j'aimerais évoquer... Je devrais évoquer parce qu'il y a quand même un aspect contre-champ qui m'intéresse et que je vais évoquer très rapidement. On a beaucoup de photographies, il y a un photographe pour le moment qu'on a pu identifier, qui font contre-champ et qui n'ont pas l'air de répondre complètement à la commande. Notamment beaucoup de photographies d'un photographe camerounais complètement oublié aujourd'hui qui s'appelle Thomas Koulemanga. Donc ici ce n'est pas lui, mais c'est un boxeur camerounais photographié par Thomas Koulemanga. Thomas Koulemanga, vous voyez ici sur la photographie de droite à gauche. Et Thomas Koulemanga, ce n'est pas un photographe à la base, c'est un boxeur qui vient, si ce n'est en France, en tout cas en Europe, à la fin des années 50. La première trace que j'ai vue lui, c'est dans de la presse italienne, où on dit qu'on a très peur du champion noir Thomas Koulemanga, qui a déjà battu des gens au Danemark et à d'autres endroits. Et il a une pratique photographique entre 67, 68 et 69 en France, où il va photographier ses amis étudiants de la communauté camerounaise à Paris, et vendre ces photographies à la coopération, tout simplement, sous l'entrée étudiant africain, qui va être classée sous l'entrée étudiant africain en France. C'est un regard qui me paraît assez intéressant parce que ces photographies, en fait, elles tranchent beaucoup avec la composition des autres reportages, d'une part, et ensuite parce que Thomas Koulemanga, donc boxeur, va aussi se former, donc pas à l'IDEC, dont Gabriel nous parlera tout à l'heure, mais à Vaugirard, qui est aujourd'hui Louis Lumière, en photographie et en vidéo. Il va faire un film qu'on essaye d'identifier actuellement, qu'on essaye de localiser, mais qui s'appelle Mon stage à Paris, qui est une autofiction qui met en scène l'histoire d'un stagiaire, d'un boxeur camerounais qui vient en France faire un stage de sport à l'Institut national des sports et une formation en photo et en vidéo. Donc quelque chose d'assez méta, assez intéressant. Et surtout, à l'issue de sa formation, il va rentrer au Cameroun et ce sera un photographe plutôt connu et reconnu au Cameroun. Et enfin, un second contre-champ qui me paraît intéressant, ce sont les photos de Claude Sauvageau, qui sont indexées un peu n'importe comment au bon vouloir du documentaliste ou de la documentaliste à la coopération. Claude Sauvageau est un photographe français qui couvre, qui suit Crocé Spinelli en Afrique dans les années 60, et qui couvre notamment au Congo-Kinshasa à l'époque, la guerre du Congo en 64. Il rencontre énormément de personnes, il se fait des amis, congolais et congolaises notamment, et quand il rentre à Paris, à la demande du ministère de la Coopération qui lui demande un reportage sur les Africains en France, il prend en photo ses amis. Donc ici, on pense qu'il fait quand même mine d'aller au foyer des sœurs blanches, mais a priori, la jeune fille blanche, c'est sa sœur, et non pas une employée du foyer.
Et surtout, il va photographier ces gens dans toutes les situations de la vie quotidienne, mais parce qu'en fait, il a son appareil photo avec lui et qu'il est en train de passer un bon moment avec ces personnes. Donc elles sont là au self-service à Montparnasse, on les laisse se servir, ils sont au restaurant. Puis surtout, il va photographier Adèle, qui est une jeune fille qu'il a rencontrée au Congo, qui va venir en Europe par la suite, à Bruxelles dans un premier temps. C'est en tout cas ce que dit le fond du photographe, qui est conservé au musée Niepce, Chalon. Et Adèle, il va la photographier sous toutes les coutures, mais encore une fois, non pas parce que c'est une étudiante africaine en France, quoique elle sera identifiée comme congolaise correctement, mais juste parce que c'est son amie. Et elle est très consentante de cela. Et c'est ce qu'on trouve beaucoup, en fait, en mettant en regard les photos de la photothèque et les planches contact dans le fond à part du photographe. Et donc, elle est jolie. Vous la voyez ici dans le fond d'archive du photographe. Mais Adèle est à Bruxelles, Adèle boit du café, Adèle mange des tartines, Adèle achète du pain rue Mouffetard, Adèle va à Notre-Dame, Adèle va au Louvre. Vous voyez ici Adèle et la sœur du photographe à droite. Et donc vous avez comme ça énormément de mise en scène où on voit vraiment que finalement Sauvageau fait peu de cas de la commande, donc Adèle est une meilleure amie. C'est des choses qui sont assez curieuses dans le fond, qui sont assez incompréhensibles sans croiser ça avec le fond du photographe. Et vous avez ça à l'infini. Ici vous avez planche contact. Je vais très vite et je conclue, Julie. Du photographe qui font pas partie du fond aux archives, mais vraiment du fond du photographe à Chalon. Il joue beaucoup de la mise en scène, et notamment, et je terminerai là-dessus, parce qu'il y a une tension toujours entre les personnes photographiées et la manière dont les documentalistes les indexent pour des soucis de documentation. Donc vous avez ici, en fait, ces jeunes gens qui sont appliqués en France, notés comme des cadres, mais qui vont être ailleurs des cadres stagiaires, on n'est pas trop sûr. Puis finalement, peut-être des étudiants, mais en vrai, on ne sait pas, est-ce que c'est des cadres? En fait, toute une jeune mise en scène, ou presque, en fait, Sauvageau joue de la commande. Et je termine vraiment là-dessus en touchant juste un mot de la proposition que Magloire Mpaka voulait faire, qu'on n'a pas pu faire parce qu'on a eu des retards de numérisation, tout simplement, qui était la question de l'indexation. Et c'est une question en fait, qui se pose pour le traitement de ce fonds et qui a pu se poser, je sais que Karine Pelletier, qui est responsable de l'Iconoctech au musée du Quai Branly, s'est posé la question aussi, qui est qu'il faut qu'on conserve, bien entendu, l'indexation originelle, africain en France, étudiants et étudiantes africaines, parce que c'est le classement d'origine, mais ça pose beaucoup de questions aujourd'hui pour traiter ce fonds et pour le réindexer de manière plus correcte, parce qu'en réalité, on ajoute sur ces photographies des personnes noires et des personnes blanches, aucune couleur de peau ne cache d'une origine. On a dans le fond beaucoup de gens qui sont congolais, daoméens, puis béninois. Est-ce que ces gens, ces origines-là, je pense que dans les reportages, il y a aussi beaucoup de choses qui se croisent, et je pense au centre d'enseignement ménager, avec les politiques du Bumidum, et donc l'accueil d'un certain nombre de personnes originaires des Antilles et qui se retrouvent dans ce même type de centre de formation. Donc en fait, un fond assez compliqué, mais très contente avec mes collègues de pouvoir faire connaître, et qui est ouvert à toute discussion et qu'on espère pouvoir mettre en ligne, surtout et à disposition des chercheurs, dans toute sa dimension aussi africaine, parce que là on est vraiment dans une dimension franco-française dans la représentation. Très bien. Voilà. Merci infiniment Aline pour ton immense travail. Merci vraiment. C'est tellement précieux et rare que de découvrir ce fond grâce à toi. Est-ce qu'il y a une question de maximum? On ne pourra pas, monsieur Lengo. Vous avez 10 questions de préparation. Merci. Donc, je vous remercie pour cette très riche présentation qui suscite beaucoup de curiosité. Premièrement, je voudrais revenir. Tu peux parler sans micro? Parce que le micro il bug. Sera mieux. C'est le 5. C'est peut-être une question qui sort un peu de votre champ de recherche archivistique parce que ça m'intéresse. La réception de Impression 64 au musée de l'Homme. Et une deuxième petite question qui fait écho à la précédente, qui ouvre une réflexion peut-être sur une géographie de la dépolitisation, dans la mesure où on voit que cette exposition déjà Impression 64 a lieu au musée de l'Homme, ce qui pose des questions.
Ensuite, tirant le fil sur l'acquisition des tirages de Paul Codjoe. Je sais que vous travaillez sur son œuvre par ailleurs. Au Quai Branly, en 2018, a eu des articles comme quoi Paul Codjoe est le photographe ivoirien très brillant qui sort de l'oubli, parce qu'il est acquis par le musée du Quai Branly, dont on sait que les fonds et en partie les collections viennent du musée de l'Homme. Et donc, quel regard portez-vous déjà sur ce rapport institutionnel au corps noir, en tout cas dans l'archive photographique? Et qu'est-ce que cette géographie justement de la monstration dite de la dépolitisation de la pratique photographique noire, tout simplement? Merci. Alors, ça va comme ça. Ouais, ok. Alors, ouais, ok. Alors, je vais répondre très rapidement sur Impression 64. Sur lequel j'ai un peu travaillé, ça fait partie de mon champ, c'est juste que là, ça m'intéressait moins de le présenter aussi, parce qu'Impression 64, c'est vraiment une exposition qui présente des photographies du continent africain. Et donc là, je m'intéressais aux étudiants africains en France. C'est une manière de décorréler un peu les choses. Impression 64, je crois qu'elle a une très bonne réception. Elle est prolongée de plusieurs mois. Et c'est une exposition qui est très problématique, très ambiguë surtout, qui est très intéressante dans sa forme, je crois. Je pense que, et on ne peut pas le confirmer, qu'elle s'inspire beaucoup d'une autre exposition photographique de Family of Man, qui est présentée au moment, si je ne dis pas de bêtises, mais qui est présentée en France, au Palais de Tokyo, à la fin des années 50. Et donc, Family of Man, c'est cette grande exposition avec des grands tirages immenses qui présentent un état du monde. Exposition qui avait déjà été critiquée par un certain nombre de personnes d'origine africaine dans différentes monstrations, que ce soit en France ou plus tard à Moscou. Et je pense à un article de Marie Borgoni, qui en parle. Il faudrait que je retrouve la référence, mais qui rend compte en fait, d'une réception, notamment un étudiant nigérian, si je ne dis pas de bêtises, à Moscou, qui lacère des tirages, parce que l'exposition présente vraiment une distinction entre en fait, un monde blanc civilisé, avec des messieurs en costume, et le monde africain, sud-américain et sud-asiatique, avec des gens qui sont plutôt dans la misère. Et donc vous avez en fait cette dichotomie déjà. Mais l'exposition de Family of Man, en tout cas, je pense, est un modèle pour Impression 64. Et je disais, elle est ambiguë. Je pense aussi qu'elle ne fait pas honneur au travail des photographes. Impression 64 présente à peu près 10 ou 120 agrandissements. Les photographes, ils ont ramené 6000 images. Ils ont fait des rencontres, ils ont suivi leur feuille de route, donc ils ont obéi au ministère de la Coopération, on leur a donné des hélicoptères pour faire des super photos, la propagande, ce qu'il fallait. Ils ont aussi fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas présentées dans l'exposition. Et l'ambigu aussi à cause de son vernissage, ce moment africain qu'on crée en demandant à des jeunes filles de venir en pagne avec des corbeilles de bananes. Mais donc voilà, ça c'est sur Impression 64. Sur la dépolitisation, je ne sais pas comment trop y répondre dans ce corpus précis, si ce n'est que ça fait partie du jeu de la commande. En fait, c'est pas étonnant. Je sais que c'est Odile, vous m'aviez demandé si j'avais des photos de manifestations à Strasbourg. Pas du tout, mais c'est pas étonnant. Mais dans le même temps et à la même date, on va trouver des photos d'étudiants qui sont en train de visiter la cathédrale de Strasbourg. Donc ça m'étonne pas dans ce lieu. Peut-être sur le lien, et je vais raccrocher ça avec Paul Codjoe, ce qui est intéressant et ce qui pose question, c'est qu'effectivement, et Paul Codjoe n'est pas le seul photographe africain de sa génération, et surtout il commence sa pratique photographique très tard à l'échelle du continent, c'est que, et c'est des choses dont on discute beaucoup, c'est pour ça que moi il me tenait à cœur de vous présenter et de déborder un petit peu pour vous présenter le travail de Makule Manga, c'est qu'à aucun moment on ne se dit qu'on va faire appel à des photographes africains sur le continent pour documenter le continent africain, alors qu'ils feraient des photographies, alors certainement moins pittoresques, ils n'auraient pas le même regard sur leur pays, mais c'est intéressant, je pense, d'abord en fait, de croiser les productions de photographes africains du continent sur la même période pour voir en fait, le décalage en termes de régime visuel. Dans le cas très précis de Paul Codjoe, c'est très ambigu parce qu'effectivement, en fait, il y a eu cette redécouverte, pas tant en fait, au moment de l'acquisition au Quai Branly, mais même avant, en fait, quand Ananias Lekki a fait son film, et même avant ça, quand il a pris contact avec le Goethe Institut pour travailler sur ce film et restituer en fait, l'archive de Paul Codjoe. Paul Codjoe est tombé dans l'oubli avec plein de guillemets. Il a été réactivé parce que, d'après ce que raconte Ananias, Paul Codjoe lui a remis une valise négative à un moment donné. On est aussi dans des temporalités parfois et des occasions. Paul Codjoe, j'avais tout à l'heure le slide avec une photo mais très inintéressante de Paul Codjoe au moment où il travaille au CIDI.
Ce qui est très intéressant, et il y aura un travail, on y travaille avec Christine Barthes aussi au Quai Branly actuellement. Dans Sentier, il y a beaucoup de photographies de Paul Kodjo, au moment où il travaille plus au CD, qui sont très intéressantes et qui, pour moi, préfigurent sa pratique du photoroman, tel qu'il l'aura à Abidjan après, puisqu'il fait beaucoup de reportages photographiques pour Sentier sur des plateaux de télé. Et des plateaux de télé, des enregistrements d'émissions musicales. Il y a des reportages avec des émissions de musiciens africains et africains-américains. J'ai en tête, je les ai pas là dans le slide, notamment en fait des enregistrements d'émissions de télé en France avec Manu Dibango, photographié par Paul Kodjo, qui met en scène, non pas ce qui l'intéresse, c'est pas Manu Dibango, mais c'est le set. Donc il y a vraiment le set plateau de télé et la manière dont on met en scène la musique sur un plateau de télé. Donc il y a des ponts comme ça, et Paul Kodjo, en fait, c'est par des billets qui sont complexes à trouver, un grand ami, si ce n'est de la coopération, en tout cas des équipes de Sentier, qui parlent de lui comme notre grand ami Paul Kodjo. Au moment où il rentre à Abidjan et où il crée son studio photo assez éphémère Mamédis, il y a des pubs dans Sentier pour le studio photo de Kodjo. Donc, mais je me suis étendue trop loin sur Kodjo, on pourra en reparler après sinon. Mais oui, il y aurait certainement une cartographie, pour reprendre vos mots, de la dépoétisation, dans d'autres fonds photographiques aussi, pour voir comment ça se passe. On pourrait aussi interroger ce qu'il y a dans la photothèque de Lifon, par exemple, fond ouvert. Je l'ai découvert très récemment, c'était un fond ouvert. Dans ma tête, c'était un fond juste patrimonial. En réalité, à la fois patrimonial et ouvert, et alimenté en permanence. Donc, oui, c'est très ouvert en fait comme discussion.